et B, c'est une constante. Tout cela, ce sont les éléments. Nous allons voir par la suite comment déterminer les différentes valeurs de x dans ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, on vous demande de trouver la valeur de x pour les équations x moins 5 égale à 0 et 2x moins 10 égale à 0. Alors, voilà pour la notion d'équation. Désormais, quand vous verrez ce genre de choses, vous saurez ce que c'est. Et donc, maintenant, nous passons à l'étape de résolution. Alors, la première étape, c'est d'abord de comprendre la structure de l'équation, c'est-à-dire identifier A et identifier B. La deuxième étape, c'est d'isoler l'inconnu ou la variable. Il s'agit en réalité d'ajouter ou de soustraire la constante B que vous voyez là. Et enfin, la deuxième étape, c'est de diviser justement le résultat qu'on aura obtenu par le coefficient de A. Voilà pour ce qui est des étapes de résolution d'une équation à une inconnue. Nous passons donc maintenant à un exemple d'application. Alors, un premier exemple d'application, c'est 4x plus 8 égale à 0. Ici, il s'agit de déterminer la valeur du x. Alors, la première des choses, qui est la première étape, c'est pour ça que c'est numéroté en 1, c'est de déterminer qui est A ici. Ici, A, c'est 4. Et qui est B ici? La valeur de B ici, c'est 8. Alors, nous allons poursuivre la deuxième étape. On va donc isoler le x. On isole le x en soustrayant de 8, c'est-à-dire qu'on envoie 8 de l'autre côté, ça fait 4x égale 8. La deuxième étape, comme nous allons vu, c'est justement de diviser donc maintenant le moins 8 par 4, ce qui donne 2. Donc la solution de l'équation, l'inconnu, c'est bien moins 2. Voilà un exemple d'application. Nous allons maintenant passer à un quiz que vous allez bien évidemment résoudre à la maison et me rendre compte. Et à plus tard. For the fact that the platform is on the internet. So Collabs single window can be accessed, as I said, through the address www.publiccontracts.cm and also www.marchepublic.cm. And this is how the single window looks like. And if we should explore the single window, we are going to see some login options, and then we are also going to have an option where suppliers can be registered, buyers can be registered on the platform in order for them to interact. We also have invitations for bids and all the other icons that can be consulted by a general public. The legal framework of Collabs includes 2 conventions and 3 decrees. In terms of conventions, we have the Grand 8 of 1st July 2014 for phase 1 of Collabs, which comes to put the master plan in place. We have a Grand 8 of 12 June 2024 for phase 2, which seeks the sophistication of phase 1 and the completion of the modules for phase 2, which include the e-contracting and other modules. Also, in terms of legal framework, we have 3 decrees, which include a decree signed by the Prime Minister, Head of Government on the 2018, 5th of January 2018, laying down the rules and regulations for online contracting, and also the presidential decree which stipulates the Public Contracts Code that was signed on the 20th of June 2018. Well, I am going to stop at this point in time for this brief presentation on Collabs. Thank you very much for your kind attention, and I will be waiting for your questions and answers, and see you in the next video for more details on Collabs. Thank you. Bonjour, très chers auditeurs. Effectivement, l'enseignement qui nous regroupe aujourd'hui porte sur le processus de montage de projet. Ici, il est question de comprendre quelles sont les limites, comment on peut faire le business plan, business model, ou simplement ce qu'on appelle le plan d'affaires. Il fait ensuite
Notre protocole de présentation a donc pour objectif général de maîtriser de manière opérationnelle les différentes étapes de montage de projet et respectivement comment le concevoir de manière opérationnelle. Ainsi, les étapes dans le montage d'un projet simplifié, la question qui nous intéresse principalement est donc de savoir quelle est la démarche globale pour tout plan de projet de développement local, du moins un développement ordinaire, un projet ordinaire. Ainsi, la première étape pour le montage de projet est tout simplement la présentation générale. À cette présentation générale, plusieurs points importants nous semblent incontournables. Tout d'abord, la présentation du projet, le contexte et justification, les objectifs et les résultats attendus, la description du projet, la présentation du site, la présentation des promoteurs, le secteur d'activité, le lieu d'implantation, la forme juridique, sans oublier bien sûr la structure d'encadrement et la formation des membres. Quant à la deuxième étape, qui aborde tout simplement la question de l'étude de marché, il s'agit ici d'aborder la notion de l'offre et de la demande. Bonjour, très chers auditeurs. Après avoir donc abordé les grands champs de l'entrepreneuriat et les concepts de base qui constituent l'entrepreneur, la prochaine étape aujourd'hui est celui du montage d'un projet simplifié. Il s'agit aussi de voir les grandes étapes qui peuvent structurer le business plan, le business model ou tout simplement ce qu'on appelle projet. Ainsi, l'objectif principal qui encadre dans notre session de formation aujourd'hui est de maîtriser de manière opérationnelle les grandes étapes qui animent la conception d'un projet. À cela, nous avons donc la question qui peut donc nous intéresser au cœur de ce débat est de savoir quelle est la démarche globale de montage d'un projet de développement ordinaire. À cela, distingués auditeurs, un projet commence tout d'abord par la présentation générale. À cette phase de présentation générale, plusieurs points clés nous intéressent. Il s'agit entre autres la présentation du projet de manière générale, le contexte ou encore le cadre logique, les objectifs assignés à ce projet, la description élémentaire, la présentation du site, y compris les éléments tels que le secteur d'activité, le lieu d'implantation, la forme juridique, la structure d'encadrement et même les membres. Quant à la deuxième étape, qui concerne tout simplement l'étude de marché, il s'agit de l'analyse de l'offre et de la demande. À cette analyse de l'offre et de la demande, on peut intégrer effectivement les orientations de porteurs selon les 5 forces de porteurs que nous avons vues, la place, la promotion, la publicité et ainsi de suite. Mais à cette étape également, nous intéresse une principale partie qui concerne tout simplement l'analyse SWOT. Il s'agit ici d'indiquer dans notre projet les forces, les faiblesses, mais aussi les opportunités et les menaces. Et enfin, nous avons également parfois un petit questionnaire qui nous permet de mieux structurer une étude de marché. Ça nous permet à cette étape de descendre effectivement sur le terrain pour prélever les éléments qui concernent principalement l'offre que nous voulons apporter sur le marché. La prochaine étape, c'est l'étude technique. Il s'agit ici de la description technique de notre projet. Et cette phase, effectivement, est parfois très délicate. Parfois, on peut solliciter l'expertise extérieure. Il s'agit, entre autres, du procédé de technique de production, la description de la structure et l'aménagement, la description des équipes, l'identification des fournisseurs, la liste détaillée, y compris les coûts du projet, le plan de financement, le diagramme de Gantt et puis la chaîne de valeur. Le diagramme de Gantt est ici tout simplement une manière visible de voir comment va évoluer, par exemple, notre projet de janvier à décembre. La dernière étape concerne tout simplement l'analyse financière. Il s'agit ici de produire dans des tableaux simples les fréquences, les données chiffrées de notre projet, tels que le plan d'investissement, le tableau d'investissement, le tableau d'amortissement, les remboursements des emprunts, s'il s'agit effectivement des emprunts, ou même le tableau de financement par subvention. Mais également, il faut produire les charges d'exploitation, les charges personnelles et les tableaux des coûts du chiffre d'affaires. Cela va nous conduire à construire ce qu'on appelle le compte d'exploitation prévisionnel en ressortant effectivement les ratios et les valeurs actualisées qui vont nous conduire à calculer ce qu'on appelle le cash flow. Quant à la dernière étape, après avoir fait donc ces stimulations de calcul, nous pouvons donc dégager un tant soit peu les impacts de nos projets. Il s'agit ici des impacts économiques, sociaux et même d'un impact dit environnemental. Au terme de l'impact économique, on peut dire quel est le nombre d'emplois qu'on a apporté sur le marché, quel est le niveau de vie que ça peut améliorer et toujours au plan économique, est-ce que l'enveloppe de l'aménagé peut être aménagée au plan social. Il faut voir ce que ça apporte comme résolution de l'équilibre de vie sociale.
et environnementale si nous ne portons pas atteinte effectivement aux questions environnementales, si on n'affecte pas effectivement la destruction de la nature et ainsi de suite. Cet ensemble de dossiers peut être lu également à partir des auteurs tels que Miss Beck de 1960, mais aussi de Porter qui a beaucoup travaillé sur l'analyse de marché. Au terme donc de cet enseignement, distingués auditeurs, mesdames et messieurs, pour nos prochaines éditions, nous allons aller en filigrane, c'est-à-dire rubrique par rubrique à partir de la phase de présentation générale jusqu'à l'analyse des impacts pour que l'étude soit plus approfondie. Sur ce, nous vous remercions pour votre très aimable attention. Hello everyone. In today's lesson on business intelligence for Cameroon government workers, we are going to see how we can harness the full capabilities of data analysis to boost our production and our productivity in our Cameroon government administration. So with this, we are going to see how we are going to use all the various tools and techniques in data analysis to enhance our work to be more efficient and more productive in general. So we're going to see here, we'll start by introduction into data analysis. Then we're going to see the different types of analysis, and we will delve directly into different concepts and technologies of the frame of data analysis. And then we're going to lastly consider an implementation framework of data analysis. So to start with, what are we going to learn after this course? We're going to learn key fundamental concepts of all the world of data analysis, its different terminologies, and we're going to see how to conceive a data analysis plan, how to manipulate tools and technologies for data cleansing, data wrangling, and data analysis. And lastly, we're going to solve a real-world problem. Yeah. So to start with, let's get into our lesson with these words from the Economist magazine, which says, data is the new world oil of the 21st century. So firstly, let's consider the lesson 1, which is introduction into data analysis. Yeah, as an introduction, what can we say? The government of Cameroon is generating a lot of data from its different components. You can talk about the payroll system, you can talk about the budget system, and also the procurement system and human resource system. So as all these components are generating a lot of data, what can we do with this data? We can apply different tools and techniques to generate insights that are going to help to boost our production and to take informed decisions. Yeah. So what can we say about data structures? We can talk about structured and unstructured data and discrete and continuous data. Talking about structured data, we can talk about spreadsheets, databases. Unstructured data, we would consider the text, the videos, etc. And then in terms of data types, we'll talk about maybe whole numbers and ratio data. The next part is types of analysis. We're going to consider the different types of analysis now. There's descriptive analysis. In descriptive analysis, we're going to see what actually happened. The next type of analysis is the diagnostic analysis, which tells us why did it happen. And we have the predictive analysis that tells us what will happen. And the prescriptive, it tells us what should we do about what happened. Then thirdly, we see data analysis concepts and technologies. Yeah, the first concept we consider here is the exploratory data analysis, which is used to summarize data, that is doing an investigation on the data. Secondly, we have statistical analysis. Here we see regression and hypothesis testing. And lastly, we have machine learning concepts like the supervised and the unsupervised learning. Now let's consider a data analysis implementation framework. This implementation framework is made up of
7 main points. We are going to start by problem definition. To solve a data analysis problem, the first thing is to clearly define the problem. After defining the problem, we collect relevant data, we cleanse the data as the third point, we explore the data. That means we do a general finding to find key elements of the data, we create a data model, we do a data visualization, we communicate the data to our hierarchy, and we make proposals of the various decisions that we can take based on the outcomes that we learned from our data. So this was the principles of data analysis, the use of tools and technologies to solve real-world problems in our administration in order to enhance our productivity. That was presented by MTV. Thank you. Bonjour à tous. Nous allons passer quelques moments ensemble pour évaluer le processus de digitalisation dans notre administration publique. En tant qu'élève de notre institution, il est important pour vous de vous abreuver de cette technologie et de ce processus, étant donné que vous êtes chacun partie prenante. Donc, l'objectif de notre cours est de vous sensibiliser sur le processus de digitalisation qui concerne chacun d'entre nous, qu'on soit informaticien ou non informaticien. On a tous besoin d'avoir suffisamment d'éléments sur ce processus. Au sommet, nous allons voir les concepts, l'état des lieux, les enjeux, impact, processus de digitalisation et la conclusion. Au niveau des concepts, nous avons les systèmes d'information, le système informatique et la digitalisation. Il est question pour nous de vous faire comprendre quelle est la différence entre ces différents éléments. Donc, un système d'information, quant à lui, peut être défini comme l'ensemble des ressources dispositifs qui permet de stocker, traiter et diffuser des informations au sein d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Et le système d'information, il est constitué de 3 sous-systèmes. On a les ressources humaines qui sont l'ensemble des individus qui y travaillent. On a le métier qui est constitué de l'organisation et de l'ensemble de ses processus. Et là, vous avez la partie technologique qui est composée de tout ce qui est matériel, logiciel, équipement de télécommunications. Le système informatique, quant à lui, comme défini de façon basique, il permet de faire le traitement automatique et rationnel de l'information. C'est lui que nous connaissons davantage. La digitalisation, quant à elle, c'est une transformation de notre vie au quotidien. Notre façon de faire, numériser que ce soit nos emplois, nos appareils. Aujourd'hui, on parle de TOT, c'est-à-dire vous pouvez avoir votre télé qui est connectée, votre ordinateur, votre frigo. Et c'est le fait d'introduire cette digitalisation dans l'administration en transformant aussi les services publics. Au Cameroun, un sondage a démontré que près de 70% des citoyens aimeraient que ce processus soit suffisamment enclenché à l'effet de faciliter l'accès aux services publics. Et tel est notre enjeu, de vous amener à comprendre que vous devez contribuer à cela. Au niveau des enjeux impact, nous pouvons citer entre autres l'efficacité opérationnelle qui est l'enjeu principal, optimiser les processus administratifs. La digitalisation nous permettra en haut de traiter des demandes plus rapidement, de réduire les erreurs, mais aussi les coûts. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que vous reviendrez pour nous poser des questions. Merci. Bonjour, bienvenue au cours d'introduction au traitement des signaux. Cette première séquence vidéo va nous permettre de présenter l'introduction ainsi que la méthode d'évaluation du cours. Je suis Nana Ouakar, enseignant permanent en SUPTIC. À ce titre, j'animerai donc le cours magistral, les travaux dirigés, ainsi que quelques travaux pratiques pour certains groupes. Alors, passons immédiatement aux objectifs du cours. Premier élément des objectifs du cours, se familiariser avec la représentation fréquentielle et temporelle des signaux. Alors, il s'agira donc ici de vous permettre de maîtriser le passage entre la représentation temporelle et la représentation fréquentielle, c'est-à-dire 2 visions d'un même signal. Deuxième élément des objectifs du cours, il s'agira de maîtriser le filtrage des signaux. Alors, on entend par filtrage des signaux, à l'entrée, on aura un signal bruité, dont l'objectif, ce sera de pouvoir avoir un signal de sortie débarrassé de cette perturbation. Troisième élément
de nos objectifs, maîtriser l'analyse spectrale. Alors ici, il sera question de connaître exactement quelles sont les composantes fréquentielles du signal qui transporteraient certains types d'informations. Quatrième élément des objectifs du cours, ce sera le traitement numérique des signaux. Alors, il s'agira, du point de vue fonctionnel, d'un même schéma. On aura un signal à l'entrée et un autre signal à la sortie. Mais le traitement intermédiaire qui sera réalisé sera donc un traitement numérique à travers des programmes informatiques ou bien des processeurs. Quatrième élément des objectifs du cours, cela portera sur l'application du traitement des signaux. Donc, d'ordre déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ces applications portent sur la vie de tous les jours. Bon, dernier élément que nous devons présenter, le dernier élément va porter sur l'évaluation. Alors, l'évaluation, donc, il y aura 3 éléments d'évaluation. Il s'agit d'un premier devoir surveillé qui comptera pour 25% de la note finale. De l'expérience que j'ai eue avec les étudiants, c'est que cet élément-là les surprend généralement. Alors, je vous invite à ne pas vous faire surprendre parce que une fois que ce devoir surveillé est passé, pour ceux qui ne se sont pas bien en sortie, c'est cuit, parce qu'il n'y a pas de rattrapage. Deuxième élément d'évaluation, c'est l'examen partiel. Bon, l'examen partiel porte sur à peu près 42% de la note finale et il sera idéalement placé à la fin du cours. Troisième élément d'évaluation, c'est les travaux pratiques réalisés sur le logiciel MATLAB qui compte pour à peu près 33% de la note finale. Alors, la moyenne de ces TP et des rapports qui seront réalisés à la maison compteront donc pour la note évoquée. Alors, pour terminer, en conclusion, j'ai donc présenté les objectifs du cours, la méthode d'évaluation. Je vous attends pour la suite. Merci de votre aimable attention. Au revoir. Que ce soit à l'horizontale ou bien de manière verticale, on doit communiquer à l'intérieur d'une administration. La hiérarchie doit communiquer ses instructions à ses collaborateurs. Les collaborateurs doivent expliquer les tenants et les aboutissants d'un dossier à la hiérarchie. À l'extérieur, l'administration est en interaction avec les usagers, clients, et pour cela, l'administration doit faire connaître sa position par rapport à tel ou tel dossier ou à tel ou tel problème. Donc, comme je vous le disais, l'administration doit respecter un certain nombre de principes. Les agents publics qui sont en charge de traiter les dossiers doivent respecter des principes de base pour une rédaction administrative efficace. Ces principes sont simples, la précision, la concision, la clarté. Pour bien communiquer, pour bien se faire comprendre, il faut être précis dans ce qu'on communique aux usagers ou communiquer entre agents publics. Il faut être concis. Il faut être concis, c'est-à-dire dire l'essentiel. Il faut être clair dans ce qu'on communique. Ce sont là les 3 principes qu'on appelle les PCC. Donc, il y a également des règles de base à respecter pour avoir une bonne communication au sein de l'administration. Se préoccuper de l'objectif, ne pas perdre de vue qu'en communiquant, on vise quelque chose d'essentiel. Il faut se préoccuper de la qualité de la langue. Si par exemple on s'exprime en français, utiliser les bons mots, faire de bonnes phrases, et utiliser des verbes appropriés. On devrait également se préoccuper de la structure du message, c'est-à-dire une introduction, un corps du sujet et puis une conclusion. Et surtout avoir une bonne présentation, une belle lettre, une bonne note, donne envie de lire. Donc, il faut avoir cette préoccupation de bien présenter. Donc, pour aboutir, pour avoir ces résultats, pour respecter tous ces principes de rédaction et ces règles, il y a un travail préparatoire à faire. On doit préparer, on doit réunir toute la documentation nécessaire qui permet de bien rédiger. On doit rédiger proprement dit et ensuite, lorsqu'on termine, on doit faire une relecture.
Donc, et alors, lorsqu'on a fini donc de respecter tous ces principes et règles, on doit se préoccuper d'un certain nombre de choses, notamment la dignité. L'administration doit être digne, on doit respecter la hiérarchie, on doit avoir le sens de responsabilité parce que vous représentez l'administration. Lorsque vous vous adressez aux usagers, donc, vous devez être responsable des propos que vous affirmez dans votre correspondance, par exemple. Il faut être précis, comme nous l'avons dit tantôt, éviter des termes. Nous vous avons écrit l'année dernière. Il faut dire quel jour, quel mois, quelle date on s'est adressé à l'usager, par exemple. Et l'administration doit être courtoise. Il faut être prudent, ne pas affirmer des choses qui pourraient se retourner contre l'administration demain. Et enfin, l'administration doit être objective dans sa communication. Je vous remercie.